Dans l'actualité ce soir, la fin d'un calvaire pour les deux jeunes Françaises emprisonnées depuis 18 mois en République dominicaine. Elles ont été libérées, vont regagner la France demain. Parties en vacances, elles avaient été interpellées en possession de cocaïne et disaient avoir été piégées. La France va modifier et renforcer le contrôle dans le transport aérien. Les informations sur le profil des passagers seront transmises à la police dès la réservation des billets. Le gouvernement veut obtenir une réglementation européenne. La Chine ignore tous les appels à la clémence. Pour la première fois en 50 ans, un occidental a été exécuté là-bas. Il s'agit d'un homme de nationalité britannique condamné à mort pour trafic de drogue et malade mental. Indignation à Londres. Une étude sur la grippe A, elle montre que des millions d'adultes ont sans doute été contaminés par le virus, mais sans présenter les symptômes de la maladie. Le test a été mené à Marseille auprès de 2000 femmes enceintes. Cacher ces panneaux que l'on ne saurait voir, de nombreuses villes appliquent pour la première fois en cette fin d'année la taxe contre les enseignes publicitaires. Les commerçants commencent à démonter leurs panneaux. Enfin, une exposition fascinante à Arles sur la ville au temps de l'Antiquité et de l'Empire romain. 700 objets tirés des profondeurs du Rhône y sont présentés, dont le fameux buste de César, découverte à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc ces images d'une liberté retrouvée. Céline Faye et Sarah Zakmoun ont quitté aujourd'hui la prison de la République dominicaine où elles étaient incarcérées depuis 1 an et demi. Elles vont regagner la France. L'affaire, vous le savez, était devenue un enjeu diplomatique. Les deux jeunes Françaises graciées la semaine dernière ont toujours prétendu que la cocaïne avait été introduite à leur insu dans leur valise. Arnaud Comte, Arnaud Wust. Les deux Françaises arrivent par hélicoptère à l'ambassade de France à Saint-Domingue, large sourire aux lèvres, après 1 an et demi de détention. Quelques minutes plus tôt, le ministre de la Coopération, Alain Joyandet, les attendait à leur sortie de prison. Allô ? La fin d'un cauchemar pour Sarah Zakmoun et Céline Faye, ici au téléphone avec le président Nicolas Sarkozy. Merci, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait pour nous. On nous a dit que quand il ferait un petit tour par Besançon, qu'il viendrait nous voir. J'ai l'impression qu'il donnait quelques conseils de prudence. J'ai pas entendu le mot prudence. C'est qu'il fallait être quand on maintenant faire des voyages, être plus prudent. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui, sans monsieur Alain Joyandet, sans Nabila Zakmoun et tous les gens qui nous ont aidés, qui ont donné leur soutien. Graciées par le président dominicain à l'occasion des fêtes de Noël, Sarah et Céline arriveront en France demain matin, où leurs familles les attendent. Franchement, je suis heureuse. Oh oui. Je pars cette nuit à 4 h du matin avec mon Jean de ma fille pour aller la chercher. À Besançon, la mère de Céline Faye a tout préparé pour le retour de sa fille. Là, on y a prévu, on y a fait son sapin avec 4-5 jours de retard. Elle aura son Noël. Et tous les cadeaux, là, c'est pour la Céline. Je vais la prendre dans mes bras, la couvrir de bisous. Voilà, c'est spontané, on ne réfléchit pas à ça. En juin 2008, après 8 jours de vacances en République dominicaine, Sarah et Céline sont arrêtées à l'aéroport de Puerto Plata. Les douaniers découvrent 6 kilos de cocaïne dans leur bagage. Les deux Françaises ont toujours affirmé que la drogue avait été placée à leur insu dans leur valise. La grâce dont elles bénéficient aujourd'hui ne les blanchit pas pour autant, mais elle leur permettra de passer le jour de l'an en famille. Autre titre de l'actualité, ces nouvelles règles en perspective pour la sécurité dans les avions. Dans la foulée de l'attentat manqué du vol Amsterdam-Détroit, le journal Le Figaro révèle les intentions du gouvernement. Il s'agit notamment de collecter le maximum d'informations sur les passagers, non plus à l'embarquement, mais dès la réservation du billet. Pierre Monégier, Anthony Da Silva. Bien sûr. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'avion, les contrôles ont lieu quelques heures seulement avant le décollage. Les compagnies aériennes recueillent les données APIS, c'est-à-dire uniquement vos noms, nationalités et numéros de passeport. Ces informations sont transmises à votre destination à l'embarquement, c'est-à-dire au dernier moment. En clair, lorsque le pays d'accueil découvre la liste des passagers, l'avion est déjà dans les airs. Pour de nombreux experts, les fouilles et les portiques de sécurité ne suffisent plus. Tous les exemples depuis maintenant 8 ans montrent que tous ces dispositifs ont été contournés. Ils coûtent très cher, 500 millions en France, 4 milliards et demi à peu près aux États-Unis. Elles aboutissent à ralentir considérablement l'accès aux avions sans efficacité. D'où l'idée du ministère de l'Intérieur, contrôler en amont dès l'achat du billet.
Votre agence de voyage pourrait ainsi exiger de connaître également les noms de vos contacts au sol, votre régime alimentaire susceptible d'indiquer votre religion, votre état de santé et votre itinéraire complet. Autant d'informations qui seraient transmises dès la réservation, afin de donner aux services de renseignement des jours, voire des semaines pour éplucher le profil des voyageurs. Mais les agences de voyage ne veulent pas de cette nouvelle responsabilité. Pour nous, la sécurité première se situe au niveau des aéroports et du contrôle à l'embarquement des passagers. C'est là d'évidence qu'il y a éventuellement des failles à corriger. Et pour appuyer son propos, le ministère de l'Intérieur menace les compagnies aériennes d'une amende de 50 000 € si elles ne transmettent pas leur liste de passagers. Et hier soir, Barack Obama est sorti de son silence après la tentative d'attentat contre un avion de ligne. Il promet que les extrémistes violents seront traqués sans relâche d'où qu'ils viennent. La presse américaine a par ailleurs diffusé ces photos des sous-vêtements partiellement brûlés dans lesquels l'homme avait caché l'explosif qui devait faire sauter l'avion en le mélangeant à un produit contenu dans une seringue. Les dernières nouvelles de l'Iran, la répression se poursuit et elle prend un tour ouvertement politique. Le pouvoir joue l'intimidation. Les proches des opposants, frères, sœurs, cousins, sont interpellés. Le gouvernement qui contre-attaque aussi en organisant des contre-manifestations. Renaud Bernard. En Iran, aujourd'hui, les journalistes ont été invités à filmer ce rassemblement. Ce sont les seuls slogans que le régime accepte d'entendre. Ceux qui contestent le régime doivent être exécutés. Moussavi, Karoubi, Ratami, c'est votre dernier avertissement. Ces supporters conservateurs encouragent la répression, comme ce journal qui, à la une, appelle à l'arrestation de Mir Hossein Moussavi, le leader de l'opposition. Même scénario, au Parlement, à l'unisson, le poing levé, les députés s'en prennent à l'ennemi éternel, l'Amérique. Depuis 48 heures, le régime arrête les opposants par centaines. Dernière en date, la sœur de la prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi. Shirin Ebadi que l'on voit ici dans son bureau. Les protestataires, le pouvoir les enferme ici, au nord de Téhéran, à la prison d'Evin. Comme on le voit sur ces photos diffusées par l'opposition, depuis 2 jours, des dizaines de familles s'y rassemblent dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de leurs proches. Parmi les disparus, ce journaliste au milieu du groupe, il a été interpellé dimanche matin. Ce porte-parole d'une organisation étudiante arrêté hier après-midi. Ou encore ce chef d'un parti d'opposition, la police est venue le chercher la nuit dernière à son domicile. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la contestation. Ce matin, un manifestant a enregistré cette vidéo. Elle montre un nouveau rassemblement contre le régime dans une université de Téhéran. En signe de défi à la politique de terreur du gouvernement, les jeunes insultent le bras armé du pouvoir, policiers, gardiens de la révolution et miliciens. Et ce soir, la France demande la libération, je cite, de toutes les personnes injustement détenues, dont la sœur de Shirin Ebadi, communiqué de Bernard Kouchner. Et puis encore un mot, un rectificatif. L'une des photos présentées hier dans notre compte-rendu n'avait en fait aucun lien avec les événements en cours en Iran. Même si le sens général du reportage n'en était pas dénaturé, c'était une erreur et nous nous en excusons auprès de vous. À l'étranger encore, c'est une première depuis un demi-siècle. La Chine a donc exécuté un ressortissant européen par injection. Il s'agit d'un homme de nationalité britannique condamné à mort pour trafic de drogue. Sa famille a toujours affirmé qu'on avait profité de ses troubles mentaux pour le transformer en trafiquant. Philippe Rochaud. À 53 ans, Akmal Cher souffrait de troubles mentaux, mais la Cour suprême chinoise n'a pas retenu cet argument. Akmal Cher, citoyen britannique, a été exécuté ce matin par injection létale à la prison d'Urumqi, à l'ouest de la Chine. Il avait été arrêté là en septembre 2007 avec 4 kilos d'héroïne, mais il affirmait que la drogue avait été placée à son insu dans ses bagages. Sa famille, arrivée sur place la veille de son exécution, a toujours mis en avant sa fragilité mentale. Ses sentiments et la conversation que nous avons eue avec lui nous prouvent qu'il ne tient pas des propos rationnels et qu'il avait besoin d'assistance médicale et psychologique. Les trafiquants de drogue lui avaient fait croire qu'il pourrait devenir une star de la chanson, mais le pouvoir chinois n'a pas voulu reconnaître qu'il avait pu être abusé. Le trafic de drogue est un crime sérieux. C'est une plaie de la société. Chaque pays se bat légalement contre ça. Tout au long de sa détention, les droits de l'accusé ont été garantis.
À Londres, les organisations de défense des droits de l'homme ont veillé toute la nuit devant l'ambassade de Chine en espérant sa grâce. Le gouvernement britannique condamne fermement l'exécution d'Akmal Sher. Nous avions fourni à la Chine un ensemble de preuves qui montraient son étrange comportement. Mais ce qui nous a le plus horrifié, c'est qu'il était exécuté sans expertise médicale. La France, avec l'Union européenne, se déclare solidaire des Britanniques et regrette que la Chine n'ait pas entendu les appels à la clémence venus du monde entier. Bonsoir Pascal Golomer, vous êtes en direct à Pékin. Cette affaire vient rappeler en tout cas que la peine de mort est massivement pratiquée en Chine. Oui, c'est vrai, même si le chiffre exact reste un secret d'État en Chine. Alors certaines associations étrangères de défense des droits de l'homme font des estimations. C'est le cas d'Amnesty International qui, en faisant le décompte des exécutions annoncées dans la presse chinoise, en arrivait l'an dernier au chiffre de 1700, tout en estimant que la réalité est sans doute bien supérieure. Mais 1700, c'est d'ores et déjà plus des 2/3 des exécutions capitales pratiquées dans le monde. Alors ce qui est frappant également, c'est le nombre de crimes et délits passibles de la peine de mort en Chine. Et pas seulement des crimes violents, trafic de drogue, on l'a vu, mais aussi fraude fiscale, escroquerie ou corruption. Pour autant, de nombreux juristes chinois estiment aujourd'hui qu'il est nécessaire de réduire le nombre d'exécutions. C'est d'ailleurs dans cet esprit que désormais chaque condamnation est examinée en appel par la Cour suprême à Pékin. Cela n'aura hélas rien changé au sort de ce citoyen britannique aujourd'hui. Pascal Golomer à Pékin, merci Pascal pour ces indications. En France, d'abord, cette étude sur la grippe A. Elle vient confirmer un sentiment assez répandu. Des millions d'adultes ont sans doute été contaminés par le H1N1, mais sans présenter les symptômes de la maladie, et en particulier une forte fièvre. Le test a été mené à Marseille auprès de 2000 femmes enceintes. Explication Jean-Daniel Flézac et Benoît Jourdan. La grippe A touche beaucoup de monde, mais se montre peu. Si l'on en croit une étude publiée par une équipe française, nombre d'entre nous ont pu croiser le virus sans le savoir. Les auteurs ont recherché la trace de ce virus dans le sang de 2000 femmes enceintes. 10,6% de ces femmes présentaient des marqueurs contre le H1N1. À partir de ces données, on a ainsi extrapolé le nombre de personnes, femmes et hommes, âgés de 20 à 39 ans, qui auraient eu la grippe dans la première semaine de décembre. 1 712 000 personnes environ, 5 fois plus que ce que les médecins ont vu réellement aux consultations. Pourquoi un tel écart? La grippe, c'est une température supérieure à 39 degrés, de la toux, des douleurs musculaires, mais on peut aussi avoir la grippe avec peu ou pas de symptômes du tout, juste le nez qui coule par exemple. L'hiver, 30 à 40% des cas de grippe saisonnière se présentent ainsi. Avec la grippe A, on pourrait être entre 50 et 80%. Probablement, lorsque l'épidémie sera terminée, il y aura plus de gens qu'on ne pensait qui ont rencontré le virus de la grippe et qui ont été immunisés. Et il est clair que cette donnée sera importante pour réfléchir à l'élaboration du programme vaccinal de l'hiver prochain. On pourra, par exemple, concentrer la vaccination sur les sujets les plus exposés aux formes graves, notamment les enfants, les femmes enceintes et les jeunes adultes. Et à noter que la directrice de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc en première ligne face à la pandémie, a reconnu aujourd'hui qu'elle n'était pas vaccinée. Le docteur Margaret Chan, c'est son nom, a précisé qu'elle avait l'intention de le faire, mais qu'elle rentrait tout juste de vacances. L'économie, ce sera l'un des grands sujets de cette année 2010. Les inspecteurs du travail pourront infliger des sanctions financières aux entreprises qui n'emploient pas assez de seniors, c'est-à-dire des personnes âgées de 55 à 64 ans. À ce jour, leur taux d'emploi est de 38% seulement. Eh bien, les résultats se font déjà sentir. De nombreux groupes ont déjà pris leurs dispositions pour échapper à cette taxe supplémentaire. Sarah Bernuchon, Virginie Travers. Qui va venir le récupérer à 12h30. À 52 ans, Béatrice Muret est hôtesse d'accueil. Elle est pourtant ce qu'on appelle une salariée senior. Il y a 2 ans, elle a connu le chômage et les difficultés pour retrouver un emploi. J'ai eu l'occasion d'avoir des entretiens et on ressent le fait d'avoir 50 ans, de ne plus avoir 20, 30 ans, le rejet de certaines sociétés. Pour éviter ce rejet, les entreprises de plus de 50 salariés doivent désormais signer un accord avec un objectif de recrutement ou de maintien de l'emploi des seniors d'ici le 1er janvier.
Faute de quoi, ils paieront une amende d'un montant de 1% de leur masse salariale. Dans cette entreprise d'hôtesse d'accueil, l'accord a été signé aujourd'hui. Une trentaine de postes sur 2500 sont désormais réservés aux plus de 50 ans. De l'entreprise. Et pour nous, on estime effectivement que le personnel senior est maintenant un véritable atout parce que du professionnalisme, de la rigueur, et de plus en plus, on est amené à recruter et à affecter chez nos clients du personnel senior. Et dans ce milieu où l'apparence est primordiale, cet accord est une avancée. C'est un vrai plus, dans le sens où on a plus de facilité à se confier à eux, à leur faire confiance, à se laisser guider, plutôt qu'à quelqu'un du même âge. On sait que la personne peut avoir les mêmes lacunes que nous, alors qu'un senior, c'est pas le cas. Sur 30 000 entreprises à l'heure actuelle, 3/4 des salariés seraient désormais concernés par un accord. Seul souci pour les syndicats, l'application n'est pas contraignante. Les employeurs ont réussi, certes, à éviter la pénalité de 1% dès le 1er janvier, mais ont aussi échappé, et surtout échappé, à leurs responsabilités et à leurs devoirs. Objectif de ces accords, parvenir à intégrer la moitié des seniors au monde de l'entreprise, contre un tiers seulement aujourd'hui. L'économie encore, c'est au 1er janvier, vous le savez, qu'entrera en vigueur la fameuse taxe carbone. Elle s'appliquera au carburant, elle s'appliquera aussi au fuel. Regardez ce chiffre, en moyenne, un plein de 1000 litres de fuel pour chauffer la maison coûtera 54 € supplémentaires. Et du coup, eh bien, c'est la ruée en cette fin d'année pour s'approvisionner. Dans le département du Nord, reportage Denis Guérin, Patrick Würstorn. 4 fois par jour, perché en haut de son camion à faire le plein. 40 000 litres de fuel à chaque fois, encore 20 clients qui l'attendent. Depuis quelques jours, ce livreur mesure l'effet de la taxe carbone. Dans le bureau, les bons de commande défilent. Si Damien rentre plus tôt, tu peux lui en donner encore pour soulager demain et jeudi. Et le planning affiche complet. Pour mardi, donc aujourd'hui, donc mercredi, jeudi, donc on devait travailler jusque midi, mais normalement on va déborder sur l'après-midi sans doute, puisque jeudi c'est vendredi 1er janvier et la taxe carbone est là. Vite, remplir sa cuve avant que cette nouvelle contribution n'entre en vigueur. Tous les propriétaires qui se chauffent au fioul ont fait le calcul. En 2010, il en coûtera 54 € de plus par 1000 litres achetés. En faisant le plein, cette habitante s'est donné de quoi chauffer sa maison pendant 1 an et demi. Elle vient surtout d'économiser 140 €, 10% de sa facture. Si c'est payer plus pour une bonne cause, on veut bien, mais il faut voir où cet argent va partir, quoi. Et si vous allez le récupérer quelque part ? Si on va le récupérer, oui. Compensée par une baisse d'impôts ou des chèques verts, la taxe carbone doit surtout inciter les ménages à recourir à des énergies propres, pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce que ça permettra à des gens de modifier leur comportement? J'en suis pas persuadé. Si on part aux énergies renouvelables, c'est sûr que c'est des budgets qui explosent. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire. En attendant, les camions de fuel vont continuer de sillonner les routes. Le temps presse. D'ici 2 jours, il faut livrer tous les clients. En bref, un braquage ce matin dans une bijouterie parisienne, encore un. Un homme armé a fait irruption dans une boutique du 14e arrondissement, sur un boulevard d'ailleurs très fréquenté. Il a tiré un coup de feu sans faire de blessés avant de voler pour 100 000 € de bijoux et de prendre la fuite sur un scooter. Apparemment, ce n'est pas la première fois que la boutique est dévalisée ces dernières années. Et à propos de délinquance, dans un tout autre registre, la police britannique a procédé à une arrestation qui est sans doute une première. Un homme a été interpellé parce qu'il avait volé de l'argent virtuel dans un jeu collectif en ligne. Il avait triché, un peu comme si l'on dérobait des faux billets de Monopoly lors d'une partie avec des amis, sauf que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. À Londres, Jacques Cardo, Stéphane Guillemot. Attention, jouer à ce jeu peut vous conduire jusque-là. Une première en Europe. Un joueur britannique de 23 ans a été arrêté puis relâché sous caution. Il est suspecté d'une série de comportements illégaux sur Internet. Désormais, la cyberpolice britannique veille sur le jeu en ligne et elle a bien l'intention de multiplier ce genre d'arrestations. Le virtuel, rattrapé par la vraie vie. C'est l'entreprise conceptrice qui a dénoncé le voleur. Elle lui reproche d'avoir utilisé les données d'un autre joueur pour lui voler de l'argent virtuel. Les joueurs ont un compte bancaire lié à leur code utilisateur. Ce n'est pas de l'argent physique, bien sûr, mais ils l'utilisent entre eux. C'est une monnaie qu'ils gagnent au fur et à mesure. Pour nous, il n'y a pas de différence entre ce vol et celui d'un téléviseur ou d'une voiture. Ce jeu de société géant est accessible sur Internet. La partie se joue à 100 millions d'adeptes à travers le monde. On peut faire évoluer son personnage et ses acquis
un univers contrôlé, ici même en Angleterre. Alors là, par exemple, la modératrice aide live dans le jeu. Ça lui permet donc de discuter avec les joueurs. Les joueurs sont souvent contents de voir des modérateurs dans le jeu. Il y a une interaction qui se fait. Et en même temps, ça permet de les contrôler. Voilà, ça les permet de les contrôler. Ça permet aux joueurs de poser des questions également sur ce qui peut se faire, ce qui n'est pas accepté. Se faire pincer pour avoir triché au jeu pourrait en choquer plus d'un, pas en Angleterre. Pour la police britannique, ce vol revient à détruire des intérêts industriels et commerciaux. C'est donc passible de poursuites judiciaires. La chasse au vol virtuel sur Internet ne fait donc que commencer. Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, moins de panneaux publicitaires à l'entrée des villes et dans les centres. La taxe sur les enseignes les plus visibles se généralise et des commerçants commencent à démonter. Ils boivent aussi à la montagne. Les stations des Alpes lancent une campagne contre l'alcoolisme des jeunes Britanniques. Il y a trop d'accidents et trop de troubles. Enfin, Arles au temps de l'Antiquité et de l'Empire romain. Une très belle exposition dévoile les trésors trouvés dans le Rhône et notamment le fameux buste de César. Mais d'abord, nous partons au Japon, où la société tout entière s'interroge sur son modèle patriarcal, sur les relations très codifiées entre les hommes et les femmes. Les journalistes et les sociologues pointent l'apparition d'un nouveau type de trentenaires. On les appelle les herbivores. Ils tournent le dos au style de vie traditionnel, axé sur le travail, la famille et l'autorité. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Pascal Golomer, Sylvain Gio. En plein cœur de Tokyo, au fond d'une ruelle, une petite maison. C'est là que Masato passe le plus clair de son temps. Il y loue une chambre, ça lui suffit pour entreposer ses platines, ses mangas, son ordinateur et jouer de la musique. À 26 ans, il n'en demande pas plus. Une petite vie tranquille en somme, qu'il partage avec ses colocataires. Il travaille juste de quoi gagner suffisamment d'argent et n'a pas de fiancé pour l'instant. Un jour, je me marierai peut-être, mais je ne me prends pas la tête avec ça pour l'instant. Mon premier but aujourd'hui, c'est de profiter de la vie, de m'amuser. Mine de rien, Masato et les jeunes qui lui ressemblent sont des rebelles. On leur a même trouvé un nom, les herbivores. Non pas qu'ils soient végétariens, mais c'est pour mieux les opposer à l'image un brin stéréotypée des hommes japonais. Des cols blancs toujours débordés de travail, qui ne prennent jamais le temps de souffler, et qui à la maison se comporteraient en mâle viril et dominateur, une armée de prédateurs en somme. Non merci, dit Masato, ce modèle-là, on n'en veut plus. Avant, on était censé avoir une carrière, fonder une famille, acheter une maison. Mais aujourd'hui, même si on atteint tous ces objectifs, on n'est pas forcément heureux. Le bonheur, pour moi, se trouve plutôt en choisissant un autre chemin que celui-là. Ce phénomène des herbivores, les médias japonais s'en sont emparés avec délectation. Mais qui sont-ils? Que veulent-ils ces hommes? Le mâle japonais est-il une espèce en voie de disparition dans les soirées? Maki Fukazawa n'est pas mécontente de son coup. C'est elle qui a lancé le mot herbivore dans la chronique d'un journal. Et pour elle, il ne s'agit pas d'un énième effet de mode. Selon certains sondages récents, 60% des hommes salariés se déclarent herbivores. J'étais moi-même très étonnée de ce résultat, mais c'est la preuve qu'il s'agit d'une majorité qui jusqu'à présent était silencieuse. Et si les femmes devenaient du coup les nouvelles prédatrices? Junko et son amie Jeanne acceptent volontiers l'étiquette. Leur priorité aujourd'hui, c'est de réussir leur carrière et de savourer leur indépendance. Elles sont de plus en plus nombreuses à tourner ainsi le dos au modèle traditionnel de la femme japonaise et à prendre leur revanche. Le Japon est encore en retard sur la place de la femme, mais on a de plus en plus d'opportunités de carrière et on nous écoute plus sérieusement qu'avant. Désormais, c'est notre tour. Ces jeunes femmes ont au moins un point commun avec les hommes herbivores. Elles veulent repousser à plus tard la décision de fonder une famille, ce qui ne va certainement pas améliorer le taux de natalité au Japon, déjà l'un des plus faibles au monde. L'environnement avec une fois encore un échouage massif de baleines. C'était avant-hier sur 2 plages de Nouvelle-Zélande. Elles étaient plus d'une centaine et la plupart n'ont pas survécu. Marie-Pierre Samitier.
Des centaines de bénévoles ont repoussé à la force des bras les 42 baleines encore vivantes sur cette plage de la péninsule de Coromandel, située au nord. Ils ont réussi à les remettre à l'eau à la faveur de la marée haute. Les baleines avaient beaucoup souffert, elles étaient restées longtemps hors de l'eau. Les vacanciers ont même pratiqué les gestes qui sauvent. Ça fait plus de 3h30, 4 heures qu'on est là. Vous savez, on suit les instructions, il s'agit de les empêcher de se déshydrater pour qu'elles se sentent le mieux possible. Elles ont ensuite été vues au large où elles nageaient sans problème. Mais sur l'autre plage, près de la station touristique de Nelson, 105 baleines ont été trouvées mortes. Là, aucune n'a pu être sauvée, elles s'étaient toutes échouées mystérieusement, sans qu'on sache pourquoi. L'environnement visuel maintenant, avec une bonne nouvelle pour ceux qui regrettent ce qu'on appelle la pollution visuelle à l'entrée des villes et dans les centres. De nombreuses cités appliquent pour la première fois en cette fin d'année la taxe contre les enseignes publicitaires votée en 2008. Du coup, vous allez le voir, des commerçants commencent à démonter leurs panneaux. Caroline Thébault. Décrochage d'une enseigne près de Metz. D'autres à La Roche-sur-Yon, cachées, recouvertes d'un point d'interrogation. Ou encore un lettrage de quincaillerie totalement déboulonné à Perpignan. Depuis un mois, les protestations de commerçants se multiplient. On peut conserver le nom quincaillerie, le reste s'arrache. On supprime la surface lettrage. Je ne peux pas rester avec une note de 13 500 €, c'est pas possible. En cause, un nouvel impôt sur la publicité extérieure. Si une taxe existait déjà sur les affiches, la nouvelle qui la remplace concerne toutes les enseignes, les panneaux, même ceux qui indiquent la direction du magasin. Dans ce garage marseillais, le relevé fiscal vient d'arriver et chaque mètre carré compte. Estimé environ à 60 mètres carrés, un petit peu en dessous, à 80 € du mètre carré. C'est-à-dire 4 700 € environ pour l'année 2009. Pour protéger les plus petits commerces, les enseignes de moins de 7 mètres carrés sont exonérées. L'objectif des villes, lutter contre la pollution visuelle. C'est vraiment pour limiter justement cette course au toujours plus d'enseignes et de préenseignes. Il y a des villes, on commence à avoir des préenseignes sur des kilomètres avant et ça défigure aussi le paysage. Le montant de la taxe varie selon les communes. Le maire peut même décider de ne pas l'appliquer. Mais alors qu'ils vont perdre la taxe professionnelle, beaucoup d'élus pourraient être tentés de présenter la note. Les vacances maintenant avec cette campagne surprenante lancée par les stations des Alpes. Elle vise l'alcoolisme des jeunes Britanniques. Ils sont 700 000 à venir chaque année skier mais aussi s'enivrer. Et il y a de plus en plus de troubles et même d'accidents. À Tignes, enquête Benoît Gadret, Philippe Fivet. C'est l'heure de l'après-ski. Les pistes à peine fermées, la soirée commence dans les bars de Tignes. Bière, alcool fort, on boit vite et beaucoup. Les jeunes Anglais ne sont pas les derniers. Avec eux, la fête se prolonge souvent dans la rue. Ivres, bravant le froid, parfois à peine vêtus. Moi, jamais froid, j'ai un bonnet. C'est vraiment dans la culture anglaise. Tu sors, tu rentres, tu retournes boire. Quand ils sortent des établissements et qu'ils se retrouvent dans la rue, il y a des gens qui dorment dans les immeubles au-dessus qui eux sont venus là plutôt pour faire du ski, qui à 2 h du matin aimeraient mieux se reposer. Mais c'est vrai pour les clientèles britanniques, c'est vrai pour les clientèles espagnoles, pour la clientèle française. Don't catch your death, n'attrape pas la mort. C'est le slogan choc de la campagne. Des tracts, des affiches diffusées dans les aéroports et les stations alpines. Mais à Tignes, nulle trace de cette campagne. Et c'est non sans ironie que ces jeunes découvrent les tracts. Ah là, on va vraiment attraper la mort. Arrête, je veux pas mourir. La mort, c'est mauvais. Non, je pense que c'est trop bien parce que y a trop de mecs qui boivent trop et tout ça. L'après-ski festif est une tradition anglaise bien ancrée. Il faudra donc du temps pour que ces jeunes retrouvent le droit chemin. Et après les sommets enneigés, nous partons pour les rivages de la Camargue avec cette exposition fascinante à Arles pour se plonger dans l'Antiquité et dans la vie quotidienne du temps de la splendeur romaine. 700 objets tirés des profondeurs du Rhône depuis 20 ans y sont présentés, dont le fameux buste de César. Stéphane Despinois, Benoît Jourdan. Drôle d'aquarium que le Rhône. Par plusieurs mètres de fond, tout semble mystérieux. C'est ici pourtant dans la vase que se cachaient des trésors de l'époque romaine.
Pendant 20 ans, les plongeurs archéologues ont fouillé le limon du fleuve et mis au jour un extraordinaire patrimoine. 8000 objets ont ainsi été trouvés dans le lit du Rhône, une vingtaine de statues, des masques, très bien conservés. Mais en 2007, les archéologues n'en croient pas leurs yeux. Dans une eau trouble mais douce, c'est un buste de César qui se dévoile. Le marbre n'a pas pris une ride. Le portrait, ici exposé au musée de l'art antique, a 2000 ans, mais il est d'un réalisme troublant. Ce doit être sans doute le portrait le plus ancien de César, c'est-à-dire un portrait où il est représenté de son vivant. C'est inouï. C'est un peu comme si je vous disais que dans un garage en face du musée, on avait trouvé un Van Gogh. Plusieurs indices permettent d'authentifier ce portrait. La mèche qui couvre la calvitie, les plis dans le cou, sans oublier le marbre provenant d'une carrière uniquement exploitée du temps de Jules César. Alors une précision des traits, qui est une fermeté, une autorité, c'est assez extraordinaire. Parfois quand on regarde Astérix et Obélix et que dedans il y a César et tout, je trouve qu'il a été pas mal reproduit. Jules César avait un rapport privilégié avec Arles. En 46 avant Jésus-Christ, il en a fait une colonie romaine. C'est sous son règne qu'Arélate a connu son âge d'or. Arles était importante parce que vous aviez à la fois ce trafic qui se faisait de la mer vers le fleuve, mais vous aviez aussi des routes terrestres qui passaient par Arles et qui allaient depuis l'Italie jusqu'à l'Espagne. Impossible de savoir pourquoi tous ces trésors de l'Antiquité se sont retrouvés au fond de l'eau. Arles détruite par les barbares, échouage d'un navire chargé de toutes ces statues, le buste de César a-t-il été jeté à l'eau après l'assassinat du dictateur romain? Tous les mystères ne sont pas résolus, mais le Rhône n'a sans doute pas fini de dévoiler les vestiges du riche passé arlésien. Une image de sport et de ski, nouvelle médaille française en Coupe du Monde, cette fois en slalom. Sandrine Aubert confirme sa forme du moment, elle décroche l'argent à 1 mois et demi des Jeux Olympiques de Vancouver. Et puis sachez que Jean-Pierre Papin a été nommé aujourd'hui entraîneur de Châteauroux, club de Ligue 2. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la liberté pour les 2 jeunes Françaises en détention depuis 18 mois en République dominicaine. Elles ont quitté leur prison et vont regagner la France demain. Parties en vacances, elles avaient été interpellées au retour en possession de cocaïne et disent avoir été piégées. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young qui ne va pas vraiment nous donner le sourire. 20h35 2009, on a tout révisé avec Laurent Ruquier et toute son équipe. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.